Donc bonsoir, bienvenue à notre premier Afterwork de l'année en collaboration avec Maz et la Ligue régionale de sport en entreprise. Donc ce soir nous allons traiter les risques psychosociaux et c'est Madame Eva Lebovici qui va vous faire cette présentation. Je laisse la parole à Linda. Bonsoir à tous, Linda Youfat, consultante en performance durable et présidente de la Ligue guyane du sport d'entreprise. Donc je vais faire l'introduction avant que Eva rentre dans les choses plus précises. Bonsoir à tous, Eva Lebovici, du coup je suis consultante indépendante en innovation sociale et bilan carbone et je suis également formatrice en SST, prévention des risques et management. Voilà, et donc je vais faire la présentation ce soir sur les risques, la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Merci à tous d'être venus. Voilà. Oui, merci à tous parce qu'en ce moment j'ai remarqué qu'il y a plein d'afterwork, donc merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Donc pour ceux qui sont déjà venus aux 2 premiers afterwork de l'année dernière, vous reconnaissez bien sûr la présentation de Monsieur Georges Cuissot que j'ai reprise et mise à jour pour une petite pensée pour lui parce que il nous manque en tous les cas. Tamara et moi, pour son expérience, et je ne sais pas pour vous, mais voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, Tamara a choisi le thème de l'année. Ça sera donc les risques psychosociaux pour une performance durable, on va dire, en lien aussi avec ce qu'a décidé notre ancien Premier ministre sur la santé mentale. Vas-y. Donc on est toujours dans le contexte quand même de la CSRD. Je vous avais expliqué les précédentes fois que la Ligue de sport d'entreprise, le MAS et aussi Contact Carbone, nous avions pris comme fil conducteur au niveau de la responsabilité sociétale, la CSRD. Eva a un meilleur anglais que moi, donc si elle veut le dire en anglais, il n'y a pas de souci, elle vous le dira tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas l'information, la CSRD est une nouvelle législation qui est en application depuis le 1er janvier 2024. Et donc, c'est pour nous le squelette de la RSE qui permet à tout chef d'entreprise qui souhaite la mettre en œuvre de se mettre en route et de se lancer, que ça soit une grande entreprise, une moyenne ou une petite. Donc, comme vous le voyez, cette CSRD implique un double rapport de matérialité, un rapport extra-financier pour les entreprises et aussi un rapport de développement durable avec des normes. Donc il y a 12 normes ESRS et donc on va rentrer dans les détails avec Eva. Merci. Donc ce rapport, comme je vous le disais, a une colonne vertébrale avec 2 principes, la double matérialité, la chaîne de valeur aussi, qui est très importante. On en avait parlé la dernière fois avec la CV, donc l'analyse du cycle de vie, c'est un peu équivalent, sauf que la chaîne de valeur c'est plus global. La CV généralement c'est lié à la vie d'un produit. Donc l'entreprise, dans le cadre de la CSRD, doit indiquer le niveau des ressources humaines engagées, s'il y a un membre du CONEX, si c'est des stagiaires, des salariés et le budget alloué à la RSE. C'est ce qui change aussi par rapport à la NFRD qui était en place avant. Donc on voit que les normes de reporting sur le développement durable, c'est fait pour quoi? Donc comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pour harmoniser la comparaison. Cet outil, moi je l'adore. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises auront le même indicateur. Vous avez sur le site de l'Union européenne un cadre juridique et un outil de saisie des informations qui vous permettront de pouvoir ensuite enregistrer toujours les mêmes données. Vous savez, on a cette problématique du suivi des indicateurs, c'est que souvent ça change en fonction du législateur ou du gouvernement. Là, ça restera la même chose et ça, c'est vraiment important. Donc non seulement vous allez pouvoir suivre les
l'évolution de vos données, mais en plus, vos partenaires vont pouvoir la suivre et vous pourrez aussi vous comparer à vos homologues. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment un travail de longue haleine qu'a fait l'Union européenne en concertation tripartite. Donc c'est un vrai levier décisionnel pour les décisions à venir. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre bilan, votre état des lieux de la CSRD, ensuite vous allez pouvoir prendre des décisions pour l'avenir. Vous voyez, et vous allez pouvoir vous comparer aux autres. Voir par exemple si vous êtes moins bien que votre collègue, comment votre homologue vous allez pouvoir vous améliorer par rapport à lui. Donc les 12 ESRS donnent une méthodologie. Ça aussi c'est très intéressant. Souvent on vous donne une législation, une contrainte législative, mais il n'y a pas de méthodologie. Là, tout le monde a la même méthodologie. Donc on est sous la même direction et ça c'est beaucoup plus pratique. Et comme ça, quand vous comparez, il y a déjà des rapports de double matérialité qui sont sortis. Et on a les 2 premiers ESRS. Alors, je compte sur Eva avec son super anglais pour vous dire l'acronyme, parce que là, moi, je suis perdue. Et le 1 et le 2 sont obligatoires. Voilà, la dernière fois, on était rentré dans tous les détails. Cette fois-ci, vous verrez que le 1 et le 2 sont obligatoires et ensuite les autres seront en fonction de votre secteur d'activité. Certains secteurs d'activité sont déjà sortis et d'autres ne le sont pas encore. Donc, vous devez attendre votre tour, mais quand même, en attendant votre tour en fonction de la spécificité de votre activité, vous pouvez commencer le SRS 1 et 2 qui détaillent la double matérialité, c'est-à-dire votre impact sur l'environnement et l'environnement, quel impact il a sur vous. Donc voilà ce que dit l'Union européenne avec l'EFRAG qui a créé ces normes, c'est qu'il y a des normes transversales et des normes thématiques comme je vous l'ai dit. Donc le SRS 1 va vous indiquer les principaux thèmes généraux du développement durable et le SRS 2 va rentrer dans la stratégie, la gouvernance, évaluation, la matérialité, vous serez guidé. Voilà, et en plus, voilà, là on va se rapprocher tout doucement mais sûrement de ce que va nous présenter Eva dans quelques minutes. Vous avez donc les normes thématiques, 5 ESRS sur l'environnement. Donc il faut savoir que ce qui change par rapport à la NFRD des années précédentes, l'environnement a vraiment une place très importante. Vous voyez quand même 5 grands indicateurs. Ensuite aussi le SRS sociaux, et c'est cette partie-là que va développer Eva. Et ensuite le SRS sur la gouvernance, donc vous avez les effectifs, la collaboration, la chaîne de valeur, la communauté touchée, les consommateurs, la gouvernance. C'est la première fois aussi qu'il y a une loi qui insiste sur la corruption. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous en avez autour de vous, et si vous voyez, si vous avez suivi l'actualité, qui a suivi l'actualité ce matin à 10h, heure de l'Hexagone? Ah, tout le monde l'a suivi, hein. Je vois des petits sourires, non. Quelqu'un n'a pas suivi l'actualité. Ah ben, qui peut dire à madame ce qui s'est passé en termes de corruption? À 10h du matin, 50 Marine Le Pen. Est déclarée inéligible. Je l'ai entendu, mais pas à l'heure précise. Oui. Moi, j'attendais. J'ai beaucoup attendu. Voilà, donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, on voit quand même que de plus en plus de structures ou de personnes sont condamnées pour corruption. Donc là, c'est pas de la corruption, c'est de l'abus de biens sociaux, mais globalement, c'est la même chose. Hein, ça fait partie de l'indicateur. Et donc, de plus en plus, même si c'est pas toujours évident, il y a des lanceurs d'alerte, des choses comme ça, n'est-ce pas? Ben voilà, ça sera, comment vous dire, un facteur qui va empêcher la société par rapport aux autres d'évoluer. Parce que vous vous rendez bien compte, alors moi je parle bien sûr qu'il y a quelques jours, Sarkozy a été condamné aussi, lui, pour comment dire, alors c'est de la corruption, je sais pas comment ça s'appelle, mais il a dépassé son plafond pour la campagne, pour les élections, ce qui veut dire que s'il n'avait pas eu autant d'argent, peut-être que c'était son homologue qui aurait eu la place, c'est-à-dire Ségolène Royal. Donc on se rend compte de plus en plus que des gens qu'on pensait intouchables, puisque ce sont des présidents, des élus, ben voilà, les indicateurs,
heures, les dénonciations, voilà, les choses arrivent de plus en plus. La transparence est vraiment importante. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, pourquoi j'aime aussi, une autre raison pourquoi j'aime la CSRD, c'est que ça reprend les 7 piliers de la norme ISO 26000. Qui pratique la norme ISO 26000 parmi vous? 1, 2, 2. Bon, ben, bienvenue, Eva et moi on va pouvoir, et puis aussi Tamara, vous accompagner pour mettre en œuvre la norme ISO 26000. Pourquoi j'aime beaucoup la norme ISO 26000? Parce qu'elle n'est pas contraignante, elle n'est pas certifiante, donc vous pouvez la mettre en œuvre de bon cœur, sans stress, et vous dire, oh là là, qui va me contrôler? Non, personne. Le seul contrôleur, c'est vous. Et voilà, donc vous avez la gouvernance de la structure, les droits humains, les conditions des relations de travail. Et donc là, c'est la partie risques psychosociaux qu'on va voir tout à l'heure. Et puis le détail de la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques, ce que je vous ai évoqué par rapport à notre actualité hexagonale, les questions relatives aux consommateurs et la protection du consommateur, on voit de plus en plus, notamment par rapport au PFAS. Je ne sais pas qui suit cette information sur les plastiques. Personne? Les PFAS. Personne n'utilise de plastique? Mais je sais pas si en Guyane on est tellement concerné par ça en fait. Je crois qu'on utilise tous des plastiques. En tous les cas, pour vous dire que heureusement, toujours des lanceurs d'alerte, des associations très impliquées font remonter des informations concernant des mauvaises pratiques d'entreprise. Alors, c'est pas forcément pour une condamnation. L'objectif, c'est qu'on améliore le process. On est en permanence dans l'amélioration du process et c'est l'intérêt de la norme ISO 26000, c'est que l'objectif, c'est de faire mieux demain. D'accord ? Voilà, vous n'êtes pas un mauvais élève, c'est on part à l'instant T, comment on fait mieux à l'instant T plus 1. Donc voilà le rappel, donc l'ISO 26000, c'est ma norme préférée. Et puis voilà. Donc je tenais à vous dire, ça a été un petit sujet un peu délicat avec monsieur Georges Cuissot. Il ne voulait pas qu'on mette trop en avant. Je me permets qu'il ne soit pas là. J'ai tout mis en rouge. Voilà. Comme ça, vous verrez bien par rapport à la dernière fois, les obligations de réaliser une analyse de double matérialité. Donc, bien sûr, il y a un calendrier prévisionnel. En fonction de la taille de votre entreprise, vous devez déjà avoir commencé votre bilan de double matérialité et même l'avoir publié. Évidemment, ce sont des entreprises de plus de 1000 salariés. Est-ce qu'il y a parmi vous des chefs d'entreprise ou des personnes travaillant dans une entreprise qui a plus de 1000 salariés? Personne. Plus de 500? C'est le loto. Plus de 250? Alors, quand je parle de plus de 250 salariés, ça peut être toutes les filiales regroupées. Personne? Les filiales regroupées, oui, oui. Oui, parce que, alors, bien sûr, il y a des chefs d'entreprise qui s'amusent à tout diviser pour ne pas mettre de CE. On connaît un peu cette technique. Donc, la CSRD, évidemment, a compris cette problématique. Donc, plus de 250, vous êtes concernés. Vous devez conseiller à votre chef d'entreprise d'aller voir son commissaire aux comptes pour savoir, s'il a reçu la formation CSRD, 90 heures, et s'il peut regarder si l'entreprise à laquelle vous appartenez est concernée par la publication de la CSRD en 2026. D'accord ? Donc voilà, vous avez vu la double matérialité, impact financier, impact matériel. On va y aller. Donc on peut dire qu'on fait des événements au niveau de la Ligue de sport d'entreprise qui permettent de travailler sur la partie RSE sociale que Eva va vous détailler. Donc on fait la course de la diversité. On n'a pas encore eu le temps de mettre la date à jour. Ça sera le 21 septembre 2025 si vous voulez noter pour vos entreprises. Et nous cherchons une cause à valoriser pour cet événement. Quelqu'un aurait une cause bienveillante. L'année dernière, c'était un neuroatypique. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir des fonds, mais la Ligue leur a offert une découverte golfique. Qui connaît neuroatypique?
Oui, une personne. 2, c'est une association qui s'occupe des adolescents et des adultes qui sont atteints par le trouble du spectre autistique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la semaine du TSA, de l'autisme. Voilà, donc on était dans le thème, mais cette année, au vu des difficultés qu'ils ont eues l'année dernière, pour l'instant, ils ont un peu levé le pied. Est-ce que quelqu'un aurait une association qui souhaiterait être valorisée? Ou connaîtrait une association? Valorisée dans quel sens? C'est-à-dire que lors de la course de la diversité, on passe à la télévision, on est sur les médias, les journaux, la télé, tous les réseaux sociaux, et donc on en profite pour valoriser cette association au travers d'un projet. Donc là, Neuroatypique, ils souhaitent mettre en place une salle de sport pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique, et l'objectif était que les intervenants viennent dans cette salle, initient les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, et ensuite que les personnes aillent dans la salle. Donc c'était du donnant-donnant. Voilà. Bon, si jamais pendant la semaine ça vous vient, mes cartes de visite sont à l'entrée, n'hésitez pas, parce que nous, il faut qu'en fait, au niveau de la Fédération française de sport d'entreprise, il faut savoir que c'est un événement international, donc on est vraiment médiatisé. Si vous voulez, nous on est partants. Voilà. Bien sûr, il faut que ça soit une association qui soit clean. Je vous le cache pas, on doit quand même donner un certain nombre d'informations à la Fédé. Donc on ne peut pas aider toutes les entreprises, toutes les structures, par exemple la Ligue de boxe qui a fait des détournements de fonds, la Ligue de football. Voilà, on peut pas. Voilà. Vous comprenez. Ensuite, on a un autre événement phare, c'est mon petit bébé. Là, on a la date, c'est le 28 novembre 2025. On a même l'affiche, on se perfectionne chaque année. C'est les Jeux amazoniens d'entreprise. C'est des JAD où c'est inter-entreprise. Et donc là, qui a participé au JAD déjà? Une de vos sociétés? Ça vous dit rien? Personne? On vous attend avec Eva et Tamara et le reste de l'équipe. L'objectif, c'est de constituer des équipes de 4 personnes, pas forcément que de votre équipe, enfin que de votre entreprise. Et on fait une partie mentale le matin. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas très difficile, hein, c'est pas la dictée, c'est vraiment l'idée d'être en cohésion. C'est un événement qui valorise la diversité, donc ce qu'on va voir dans les risques psychosociaux aussi, voilà, ça fait partie de ça, accepter l'autre. Et l'après-midi, c'est des jeux de cohésion, mais un peu plus dynamiques. Vous inquiétez pas, moi en tant que personne handicapée, je l'ai fait et je t'ai même pas prévenu. Myrto, il m'a dit oui, t'y vas, on a besoin d'une 4e personne. Pourquoi? Parce que lors des activités dynamiques, les 4 personnes sont attachées. C'est la cohésion, on est ensemble. S'il y en a un qui a une jambe en moins, il faut le porter. Voilà. C'est l'idée, elle est là. Donc cet événement valorise bien sûr la cohésion d'équipe qui permet notamment de supprimer les risques psychosociaux, enfin diminuer en tous les cas, l'émulation collective et la confiance en soi, voilà, jeu de réflexion, jeu agile, jeu dynamique, jeu des challenges. Et je dirais qu'on avait eu une dame qui avait plus de 70 ans la dernière fois, des équipes féminines, on essaye de valoriser les femmes aussi lors de cet événement, des équipes mixtes si possible. Voilà. Donc on espère que vous serez nombreux à vous inscrire. On fait cet événement avec l'école de gestion et de commerce de la CCI Guyane depuis plus de 5 ans maintenant. Voilà. Donc ça vous permet aussi d'aider des étudiants à mettre en place l'événementiel sportif au sein des entreprises, qui est aujourd'hui un outil vraiment très simple à mettre en œuvre, le moins onéreux. Il faut savoir que 1 euro investi dans la RSE, qui sait combien ça rapporte? Quel est le rendement d'1 euro investi? Il faut compter à peu près 3 ans. C'est 13 euros. 13. 1 euro? Non, 13 euros c'est beaucoup, j'aurais bien aimé, mais... C'est en prévention, c'est ça? Alors? À peu près, ouais, c'est à peu près 5 euros. Bravo, monsieur. Donc voilà, donc ça vaut le coup quand même. Je connais pas beaucoup d'investissements financiers qui aient un tel rendement. Bon, je crois qu'il y en a presque pas, quoi. Donc allons-y tous ensemble dans la RSE. Donc voilà, merci pour votre écoute, puis votre participation à mes petits quiz, votre sourire surtout. Donc voilà, vous aurez, alors j'ai un petit souci, j'ai pas fini le PowerPoint comme il faut, donc on vous l'enverra un petit peu plus tard. Celui d'Eva est terminé, je crois, et elle va pouvoir vous le présenter. Allez, c'est parti.
Alors bonjour à tous, merci Linda pour cette introduction. Du coup, je m'appelle Eva Lebovici. Je suis consultante indépendante dans le domaine de l'innovation sociale et experte en bilan carbone également, et formatrice en SST, santé et sécurité au travail, prévention des risques et management. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Donc ça rentre dans le cadre de la stratégie RSE, c'est l'ESGS, l'ESG social. On va revenir tout d'abord sur ce concept de double matérialité. Donc la double matérialité dans la CSRD et le reporting RSE, c'est tout d'abord la matérialité financière. C'est-à-dire que vous avez des éléments extérieurs qui entrent en jeu dans la performance financière de l'entreprise. Et votre entreprise va avoir des impacts sur la société, le climat et la réglementation. Donc cet outil, il est très utile pour identifier vos enjeux, identifier vos critères ESG, ce qui est nécessaire à faire pour développer votre politique RSE. Donc hiérarchisation des enjeux, implication des parties prenantes, ça c'est quelque chose d'essentiel, de mobiliser toutes vos équipes pour construire cette stratégie. Excusez-moi, je me permets. Ouais. Qui sait comment l'environnement peut, par exemple, impacter votre société ? On a vécu quelque chose il y a quelques années, on a fêté les 5 ans d'anniversaire. Comment ? Est-ce que vous pourriez être plus précise parce que la question est comme... Alors, comme a dit Eva, sur cette partie, pardon, excuse-moi, Ouais. pas. Donc, par la exemple, matérialité le climat, financière. en fait, si non, vous faut pas donner. avez- L'idée, c'est qu'il faut que Environnement. j'essaye de vous réveiller. L'idée, c'est comment l'environnement extérieur peut impacter votre activité. Est-ce que quelqu'un a une idée ou est-ce qu'une entreprise, parmi vous, un salarié, sait comment son entreprise a été impactée par un événement extérieur ? Oui. Appuyez sur le bouton. La sécheresse. Appuyez sur le... Faut prendre le micro, oui. Dernièrement, la sécheresse en Guyane. Alors, expliquez-nous comment ça vous a impacté et est-ce que vous avez pu matérialiser ce coût ? On a dû recruter plus de monde parce qu'en fait je travaille dans une entreprise de transport fluvial et dans l'Est on a dû recruter plus de monde pour pouvoir tirer les pirogues. On a dû arrêter le transport scolaire aussi à Camopi, 3 sauts. Voilà. Est-ce que vous avez calculé le coût ? Combien ça vous a coûté ? Quel impact financier ça a eu sur... justement, est-ce que vous avez transféré l'impact financier sur vos clients ou bien est-ce que vous l'avez fait une petite remise gracieuse ? Comment ça s'est passé ? On n'entend pas. Elle n'a pas accès. Ça, Elle n'a pas accès à ces informations. faut appuyer sur le micro. Voilà. Je n'ai pas ces informations-là. C'est vrai que ce sont des informations qui sont difficilement chiffrables, mais au fond qui ont vraiment un coût sur le long terme. Donc si vous avez des enjeux climat, de l'impact climat, la sécheresse, des inondations, et ça c'est vraiment ce qui va arriver bientôt. Et là, les risques psychosociaux, c'est quelque chose de très important qui va avoir un gros impact financier sur l'entreprise. Ça va générer du stress et nous, avec Eva, on peut vous aider justement à matérialiser ce coût. Combien de personnes vous avez dû recruter ? Est-ce que le temps que vous recrutiez les personnes supplémentaires, celles qui ont dû faire toutes seules en attendant, quel impact ça a eu ? Voilà comment Eva et moi, nous pourrons vous aider à quantifier ces risques psychosociaux. Alors, du coup, je vais parler du critère ESGS, le critère social. Donc, le critère social, c'est celui qui vous permet d'identifier la prévention des accidents du travail. Quand on parle risques psychosociaux, c'est quoi le risque majeur ? Un accident du travail, un arrêt de travail qui va conduire donc vos équipes à se réduire et vous allez devoir les remplacer. Tout ça, ça a des coûts, bien sûr, pour l'entreprise. Ensuite, il y a le respect du droit des employés. La formation essentielle, la formation continue, la montée en compétences, l'intégration, parité, égalité femmes-hommes, le handicap aussi, c'est des normes qui ne sont pas souvent respectées malheureusement dans les entreprises aujourd'hui. Et enfin, favoriser le dialogue social. Donc tout ça fait partie du critère ESGS et sur lequel il faut insister. Et maintenant, je vais venir plus en détail sur la prévention des risques psychosociaux.
Donc, qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux ? On entend le stress, le harcèlement, les violences, la souffrance mentale liée au travail. Donc ça, c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. Les origines, c'est en fait tout simplement l'entreprise en elle-même, l'organisation de l'entreprise, quelles sont les relations sociales qui ont été bâties, l'environnement professionnel. Tout ça, c'est de la responsabilité de l'employeur, des chefs de service et qui a un impact direct sur les salariés. Donc, les conséquences sur les salariés, burn-out, c'est des chiffres qu'on voit de plus en plus haut, la fatigue, la dépression, l'anxiété et les conséquences sur l'entreprise, absentéisme, un très gros problème ici en Guyane malheureusement, donc il y a des solutions. Le turnover, voilà, des taux de turnover qui sont immenses, des gens à remplacer, des politiques de recrutement qui n'en finissent plus, la baisse de la performance financière, productivité des salariés aussi, et les tensions qui rentrent en jeu. Alors, quelques petits chiffres. Les secteurs les plus touchés aujourd'hui, ce sont la santé, l'éducation, la grande distribution, les services à la personne. Ce sont des secteurs touchés parce que c'est des secteurs un peu en crise, où on n'a pas assez de personnel, pas assez d'apport financier. Un salarié sur 2 dit subir un stress important au travail. Qui ici a déjà connu ça, peut-être ? On a tous un peu de stress. Tous un peu de stress, ok. Ça dépend laquelle. Non mais là on parle de stress important, c'est-à-dire par exemple, moi je sais pas, souvent par exemple les pompiers sont souvent en stress important, mais nous dans une entreprise, si on n'est pas pompier, il peut y arriver parfois des situations particulières. Madame a parlé de la sécheresse, voilà, elle a dû en urgence trouver du monde pour faire face à cette problématique, pour amener des enfants à l'école. Donc voilà, on a connu par exemple le Covid. Vous étiez pas là ? Vous n'avez pas l'air d'être trop stressé, ce qui est très bien. Bah, je suis mais en tout cas, un salarié sur 2, il est issu d'une étude anonyme, bien sûr. Donc je comprendrais que, voilà, vous n'avez pas l'air trop stressé, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un chiffre. Oui. Ça dépend de ce que vous appelez stress. En fait, stress important, il a été défini comme ça. C'est-à-dire que vous subissez un stress au quotidien dans votre travail. Ouais. Voilà, donc ça c'est malheureusement un salarié sur 2, donc j'espère que ce n'est pas votre cas. C'est très bien si vous êtes tous détendus, pas stressés, mais en tout cas ça arrive à des gens. On est avec des personnes très cool, voilà, c'est chouette ça, vive la RSE. Un chiffre inquiétant, plus 20% de burn-out déclarés en 2023 par rapport à 2022. Donc ce sont des burn-out déclarés. Il y a 2 éléments là-dedans à prendre en compte. On a le Covid, bien sûr, qui a déjà augmenté ce chiffre, mais aussi le fait qu'il soit déclaré. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes en fait, qui vont déclarer qu'elles sont en burn-out, qui vont réaliser qu'il y a un trop-plein dans leur travail et donc entamer cette action de dire « moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions, je veux que mes conditions de travail changent ». En fait, c'est malheureusement un chiffre assez négatif puisqu'on a des burn-out déclarés, mais ça devrait pousser les entreprises justement à agir. Ensuite, quel est le coût ? Entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, c'est le coût estimé du mal-être au travail. Ça, c'est turnover, c'est absentéisme, quand on doit remplacer les équipes, c'est tension, c'est recrutement, licenciement, un ensemble de coûts que l'entreprise ne peut pas assumer au quotidien. Et il existe des mesures de prévention essentielles pour éviter tout ça. Et enfin, le chiffre, aujourd'hui, c'est 30% des arrêts de travail qui sont liés à des troubles psychologiques. Donc je ne sais pas si au sein de votre entreprise, vous avez déjà eu des collègues ou vous-même été en arrêt de travail, arrêt maladie pour des troubles psychologiques, mais en tout cas, il y a des troubles physiques, mais sachez que 30% c'est lié à des troubles psychologiques aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, ceux qui sont concernés par les chiffres, vous pouvez lever la main ou on est vraiment dans la zénitude totale dans cette after work? Vous pouvez savoir un peu la différence que vous faites entre le burn-out et les troubles psychologiques. C'est quoi la petite chose qui fait la différence? Alors en fait, le burn-out, ça va être un... Dedans.
Le burn, vous voulez dire entre et l'arrêt de travail qui est ça? Exactement, c'est ça, entraîner un burn-out. Je dirais qu'un burn-out, en fait, c'est quand le switch se fait et que là, vous devez tout arrêter. Mais vous pouvez avoir des troubles psychologiques et justement, le fait qu'en fait, ils soient déclarés de plus en plus, ça veut dire que les gens réalisent que leurs troubles psychologiques peuvent être... Les troubles psychologiques sont... Appuyez. Ça veut dire que les troubles psychologiques sont maintenant, on va dire, reconnus par la médecine, c'est ça? Toujours, ça a toujours exactement, été. Mais en fait que la médecine du travail doit être aujourd'hui plus à l'écoute, exactement, et plus alerte, voilà, c'est ça. Et on a de plus en plus de salariés qui sont désormais informés. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que ça peut se déclarer. Donc d'un côté, c'est négatif parce que c'est un coût pour l'entreprise, mais justement, ça devrait pousser les entreprises à agir. Voilà. Alors, je constate qu'on est dans une salle de zénitude parfaite, mais je vous confirme que les troubles psychologiques sont pris en compte par la médecine du travail depuis très longtemps, sauf que là, c'est différent, ils sont pris en compte dans ce bilan de double matérialité, et c'est vraiment un progrès très important. Les troubles, le burn-out est inclus en fait dans les troubles psychosociaux, on va dire, et on va dire que le burn-out, alors moi je suis en plein dedans, j'espère en sortir, voilà. L'idée, c'est que le burn-out, alors il y a plusieurs sortes de burn-out, c'est maintenant j'ai appris ça, mais enfin moi, celui que je connais, le principal, c'est qu'on ne peut plus rien faire, ni physiquement, ni intellectuellement, et notamment on a une saturation par rapport au numérique, donc impossibilité de lire ses mails, impossibilité d'y répondre, on devient un légume, le corps ne répond plus face au stress qu'on a subi pendant une certaine période. C'est de l'anglicisme, c'est la dépression. On connaît depuis longtemps la dépression, c'est pareil. Burn-out, oui, c'est une dépression. Oui, c'est une dépression, mais en lien avec le travail, en fait. C'est différent de la dépression, mais c'est une dépression, en fait. Oui. Exactement. C'est une dépression. Oui, c'est une dépression. Alors, pourquoi on parle de burn-out? Là, c'est dans le cadre du travail. C'est dans le cadre du travail. Nous sommes d'accord. On est dans le travail, et donc l'idée, comme vous a présenté Eva, c'est que c'est le travail qui génère cette pathologie. Et donc c'est aux professionnels de santé et aux chefs d'entreprise de mettre en œuvre des outils pour éviter que ça arrive, en fait. En fait, si vous me dites burn-out, je dois comprendre qu'on est dans le monde du travail, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Ça, exactement. Oui. Non, c'est vrai. La différence, en fait, elle peut être faite à ce niveau-là. Ouais. On est dans le cadre du travail et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de mettre en œuvre des outils, d'appeler Eva et de lui dire comment on fait pour améliorer la situation, pour que ça ne se produise plus. Elle est là pour ça, voilà, elle est pleine d'énergie. Mais il faut savoir, par exemple, Orange, si vous avez suivi l'actualité, alors c'est il y a 1 an ou 2, j'ai plus les chiffres, l'année en tête, il a été condamné, le directeur. Oui. D'accord ? Suicide successif. Suicide, burn-out, dépression au travail. Donc la responsabilité de l'employeur, elle est reconnue aujourd'hui, et c'est vraiment important. Voilà, donc vous devez faire attention, prendre soin de vos salariés. La ressource humaine, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Pour Orange, ça fait jurisprudence. Parce qu'avant, elle n'était pas si reconnue que ça, de mémoire. Elle était reconnue, mais difficilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant, on va dire. Enfin, facile, entre guillemets, parce que je veux vous dire que c'est laborieux lorsqu'on met en place les procédures. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas mettre en place ces procédures. C'est faire de la prévention, c'est le mot qu'a utilisé Eva, c'est mon mot préféré après ISO 26000, mais la prévention, voilà, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On est là aujourd'hui tous ensemble pour faire de la prévention, pour que tout aille bien. On améliore la productivité grâce à la prévention. Voilà, du coup, après les maladies, les accidents, les arrêts de travail, les dépressions, les burn-out, on va passer au encore négatif, à l'obligation réglementaire. Donc là, il faut payer. Non, je plaisante, mais c'est des mesures de prévention, du coup, qui sont une obligation réglementaire. Et là, on ne va pas vous demander votre nombre de salariés. Je vais vous dire et vous apprendre peut-être que si vous avez plus d'un salarié dans votre entreprise, vous devez avoir établi un DUERP. C'est un document unique d'évaluation des risques.
donc professionnels. Ça peut être des risques psychosociaux, ça peut être des risques physiques, mais en tout cas c'est un document qui doit être établi chaque année ou qui doit être mis à jour pendant l'année en fonction de changements qu'il y a eu dans le travail. Donc c'est d'abord une obligation de sécurité, ça selon le code du travail, d'assurer la sécurité, d'assurer les secours au sein de l'entreprise, la prévention des risques. La prévention des RPS, c'est complètement intégré du coup dans cette démarche du DUERP. Donc je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait un DUERP? Oui, d'accord, ok. Est-ce que vous l'avez mis à jour chaque année? C'est le rôle du DRH, sur le service ressources humaines. Ah, vous êtes tous super, hein. C'est le rôle... Chef de service, chaque chef de service. Ouais. Ouais. Mais justement, on va voir que c'est pas que, c'est mon slide suivant, que ce n'est pas justement que les RH qui doivent être impliqués. Vous êtes tous super, hein. Tout le monde a fait Donc en ce cas... Comme a dit Tamara, vous êtes chez Maz, vous êtes formidable. Vive le Maz. Donc en cas de manquement, vous avez des sanctions pénales, civiles et administratives. On ne va pas se plomber la tête aujourd'hui. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un vrai avantage à aller faire votre DUERP. Quels sont les acteurs de la prévention? Et ça, c'est essentiel parce que vous m'avez indiqué les RH. En premier lieu, c'est l'employeur. L'employeur, il met en place des mesures de RPS en lien avec les parties prenantes, et ça c'est essentiel, c'est-à-dire en lien avec les managers, les salariés et les RH. Les managers, aujourd'hui, et ça c'est malheureux, mais ils ne sont pas assez formés aux bonnes pratiques du management. On va avoir quelqu'un qui est compétent, on va lui dire bon allez, maintenant tu deviens chef d'équipe, mais cette personne n'a jamais été formée à diriger des gens, à manager. Et ça, c'est un énorme problème parce que en fait, c'est vraiment la majorité des risques qui se développent à ce moment-là quand le management est défaillant. Donc, ce sont des managers qui doivent être formés aux bonnes pratiques du management, à l'écoute active, à la gestion du stress également. Il doit être capable d'effectuer une bonne répartition des tâches, pas de favoritisme bien sûr, adaptabilité des postes. Les salariés, un rôle essentiel, parce que c'est aux salariés eux-mêmes d'identifier les risques. Et oui, c'est pas le manager qui va tout décider ou l'employeur qui va tout savoir. Il faut que les salariés soient impliqués, mais il faut qu'ils aient conscience de pouvoir être impliqués, en fait, dans cette démarche. Donc, ils doivent identifier les risques collectifs et en informer leur hiérarchie. Ils doivent prendre des mesures, des initiatives aussi pour des mesures de prévention. Il n'y a pas que les managers, les chefs d'équipe, c'est aussi aux salariés de faire leur travail. Et comme vous l'avez dit, les ressources humaines, la disponibilité et l'information, ça, la communication interne, c'est quelque chose qui manque énormément. Malheureusement, les services RH aujourd'hui gèrent énormément d'administratifs. Mais au niveau interaction avec les salariés, est-ce que vous avez déjà rencontré assez souvent votre service RH pour leur parler d'un problème que vous rencontrez avec votre manager? Pas souvent quand même. Qui lève la main? Ouais. Deux. Moi, je vais commencer. Ouais. Il y a souvent cette dichotomie un peu malheureusement qui existe avec les services RH qui sont loin de vous et qui malheureusement ne vous apportent pas ce support que vous pourrez attendre en fait. Donc voilà. On va maintenant parler de l'outil Slack. L'outil Slack, c'est l'outil sens, lien, activité, confort. Okay. C'est un outil qui va vous permettre de bâtir vos mesures de prévention. Donc, pour gérer le stress au travail, parce que c'est vraiment à cause de ça aujourd'hui qu'on a de nombreux arrêts maladie. Donc, l'outil Slack, on commence par le sens. À quel point ce à quoi je contribue a du sens? Quel est le sens de mon travail? Ici, on demande aux salariés de voir de l'utilité dans son travail, d'avoir de la compréhension sur les tâches qu'il fait. Donc pour ça, la démarche de prévention qu'il y a à faire, c'est une bonne circulation de l'information, de la pédagogie, et ça, le manager, il faut qu'il soit formé à la pédagogie. C'est pas inné de former des gens. La pédagogie, ça s'apprend et il faut que ce soit cohérent dans la lignée managériale.
Donc ce que je vais mettre à chaque fois, et ce que j'ai mis, ce sont des exemples de mesures concrètes que vous pouvez proposer si vous êtes salarié ou si vous êtes chef de service, mettre en place. Donc l'implication des salariés dans les décisions via des ateliers participatifs. Ça ne veut pas dire que les salariés doivent décider de tout avec les managers, mais c'est par exemple sur des petites décisions, mobiliser les salariés, par exemple, à la cafétéria, il y aurait cette amélioration à faire, peut-être quand on va en déplacement, il y aurait cette amélioration à faire. Et c'est partager l'information. Donc ensuite, un élément très important, on partage les objectifs et la stratégie de l'entreprise avec les salariés. Les salariés ne sont pas stupides, hein. Ils ont le droit de comprendre aussi ce qu'ils font dans cette entreprise, quel est le sens de leur travail. Et enfin, des réunions d'équipe, retour sur les réussites, valorisation de l'équipe. Donc ça, c'est pas tous les jours, peut-être pas hebdomadaire, mais au moins si c'est fait de manière mensuelle, de valoriser les équipes, de leur dire je suis fier de votre travail accompli ce mois-ci, sans bien sûr effectuer de favoritisme. Ce sont bien sûr des éléments essentiels. Est-ce que vous avez souvent peut-être des réunions mensuelles où vous avez un manager qui valorise votre équipe ? Non. Levez la main. Ah, quand même. D'accord. Une personne, c'est bien. C'est incroyable. Ouais. Non, vraiment, c'est... Bon, je sens qu'Eva va avoir beaucoup de travail. Hein. Souligner la partie managériale, c'est très compliqué. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais quand vous avez des gens pas formés, c'est ça. C'est ça, et c'est pas leur fait non plus. Donc c'est vrai qu'il faut les aider. Faut-il qu'on leur laisse le temps aussi parce qu'ils ont la tête sous le guidon. Moi, je les comprends aussi. Hein. Mais bon, ils ont pris le poste. Et en même temps, exactement. C'est tout ça aussi. Et c'est compliqué. Donc, Et il faut que les salariés l'acceptent, parce qu'il n'y a pas que le manager aussi. C'est dédié, par exemple, se dire, on a chaque mois, on a 30 minutes, 1 heure qui est bloquée pour nous, quel que soit votre travail. Ça, c'est très dur pour les salariés à comprendre, pour le manager encore plus, les chefs d'équipe, parce qu'il y a du travail à gérer. Mais ça, je vous l'affirme, et je pense que ça tombe sous le sens que ce sont des mesures qui vont permettre la rétention des salariés, en fait. Tout simplement. il y en a qui n'ont pas fait pour ça non plus. Oui, mais on apprend. Tout s'apprend. Hein, tous les jours on apprend, tous les jours on évolue, donc ça s'appelle des espaces de discussion au travail. Et grâce à Eva, et puis grâce au jeu amazonien d'entreprise, elle va tout faire. C'est une magicienne du développement durable. Nous allons vous accompagner pour mettre en œuvre ces espaces de discussion au travail. Je vous donne des exemples d'outils, en effet, qui sont très utiles, très concrets, voilà, et à mettre en place. Donc voilà, ça c'était le sens. Ensuite, on en vient au lien. Quelle est la qualité des relations qui sont bâties au sein de l'équipe? Donc il faut du lien social et de la reconnaissance. Un salarié, il a besoin de reconnaissance sur son travail, sur la tâche qui a été accomplie. Donc pour ça, il faut créer des espaces de discussion de qualité. C'est très important. C'est pas seulement allez, on est tous dans une salle et on va se réunir, papoter. Non, c'est vraiment quelque chose de chaleureux, des atmosphères, des environnements qui sortent de l'ordinaire et qui sont créateurs de confiance. C'est comme ça qu'on appelle. Donc petit rituel d'équipe, petit déjeuner par exemple. Est-ce que ça vous le faites? Vous dites par exemple, ramenez tous un gâteau. Ramenez tous, chacun ramène sa part à un after work par exemple. Organisez des événements d'équipe. Aussi la formation des managers à la communication bienveillante. Ça c'est des formations qui sont essentielles parce que voilà, ça ne s'apprend pas typiquement. Et parrainer les nouveaux arrivants. Qui, en étant stagiaire, a déjà eu un tuteur? Levez le doigt. Bien. Ouais. Ouais. Est-ce que c'était un tuteur 100% qui vous a bien accompagné ou pas? Oui. Ça devrait être en fait le travail de l'ensemble des salariés de pouvoir parrainer les nouveaux arrivants. Ouais. Ben, bien sûr, ouais. Donc voilà. Ensuite, l'activité. À quel point les priorités du poste sont-elles claires?
Donc ici, on parle d'autonomie et de responsabilité. Ça veut dire qu'on doit avoir un pilotage managérial qui est efficace. Ça veut dire que le salarié doit se sentir responsable de son travail et évoluer. Pour ça, on fait de la formation continue. Le développement de compétences, c'est essentiel. C'est quelque chose qui permet de se valoriser, de comprendre que son travail est épanouissant, qu'on peut avoir un impact fort sur la société. Répartition de la charge de travail, donc ça c'est le travail du manager bien sûr, de savoir répartir correctement les tâches sans favoritisme toujours, donc traiter les choses intelligemment, organiser. Pour ça, il faut être formé. Et ensuite, réviser les procédures trop complexes et inutiles. Et oui, ça malheureusement, il y en a énormément qui existent. Vous devez passer pour faire signer un document par le service financier, ensuite avoir l'aval de votre N+1 qui doit être informé que le N+3 est d'accord. Donc c'est tout. Parfois, vous êtes simplement au cœur de ça. Il faut juste dire, c'est un peu trop complexe là. Et ben j'en ai marre, et ben c'est tout, on arrête et puis on va passer à autre chose. S'il vous plaît, impliquez-moi pour vraiment que la procédure change, parce qu'elle est beaucoup trop complexe. Ensuite, excusez-moi, on parle souvent d'autonomie aussi, c'est important de donner aux salariés de l'autonomie. Et les procédures trop complexes, ça empêche la créativité parce que quand un salarié n'a pas d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé pour prendre des décisions ou les mettre en application, ça va diminuer sa créativité et après il n'aura plus envie de rien. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, vous le voyez quand vos salariés s'en vont, c'est qu'ils s'ennuient souvent. Donc certains restent pour le salaire, mais au bout d'un moment, on s'en va quand même. Donc l'objectif aussi, c'est de créer ce lien et de créer de l'engagement de vos salariés dans l'entreprise. C'est ça. Et du coup, le confort. Donc le confort, quelles sont les conditions qui me permettent de faire mon travail ? Sentiment de bien-être physique, c'est important, fonctionnel et surtout psychique. C'est un environnement qui est propice au travail. Je ne sais pas si vous avez des fleurs Madame ou nous quelque faire part d'une expérience. Oui. Allumez le micro. Allumez le micro. Eh bien, ce ne sont pas des choses absurdes du tout. Vraiment, ce sont des outils, en fait, des éléments qui simplement, si vous les proposez, c'est rien une huile essentielle. Et dites, par exemple, je pense que ça pourrait être agréable au bureau de pouvoir avoir ça parce que il y en a qui sentent la transpiration et que c'est pas très agréable. Donc moi je propose une huile essentielle. Vous en discutez en équipe et puis une huile essentielle et bâtie, c'est agréable pour tout le monde. Donc typiquement c'est la cohésion, l'équipe qui permet d'implémenter ce genre de mini-mesures qui en fait vont vous faire vous sentir mieux. Donc c'est un traitement qui est adapté à chacun en assurant l'équité du point de vue collectif. C'est ça. On ne fait pas un traitement spécifique pour une personne, pour son petit confort. C'est le confort de tout le monde et donc en concertation avec l'ensemble de l'équipe. Donc des mesures, aménagement ergonomique des postes de travail. Donc là, on parle d'un travail de bureau. Je pense que c'est la majorité de vos travaux ici. Mais aussi l'aménagement ergonomique, c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme, en fait. C'est pas l'homme qui doit s'adapter au travail. Donc typiquement, dans des industries, c'est des postes de travail qui doivent être adaptés pour un confort, éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Télétravail partiel ou flexibilité des horaires. Donc là, chaque entreprise a sa politique. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines entreprises, des choses qui fonctionnent moins bien. C'est à l'entreprise de décider vraiment quelle est la politique de télétravail à mener, si elle est efficace. Et la flexibilité des horaires, ça c'est essentiel, de laisser en fait une liberté, un sentiment de liberté aux salariés, mais en même temps d'avoir accompli son travail dans un cadre horaire assez précis. Gestion du bruit, de la température, de la luminosité,
Ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui en fait sont tous les jours. Voilà. Vous travaillez 8 heures dans un bureau, vous avez une lumière bleue très énervante qui vous arrive, voilà, comme ça. Non, mais c'est vrai. Et ben, je sens du vécu. Du vécu, ouais, peut-être. Je sens que je vais avoir un burn-out là. C'est pas l'objectif. Mais non. Eva est là, elle va tout régler. Voilà. Non, mais justement, en fait, l'objet vraiment de ma présentation, c'est de vous dire que vous, en tant que salarié, ou en tant que chef d'équipe, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas forcément visibles et qui pourtant sont très facilement réglables. Voilà. Les indicateurs de sens. Alors, vous voyez ici un indicateur de merci, d'accord ? Donc c'est dire merci et on m'a dit merci. Donc ça, ce sont des indicateurs où en fait, qui vont être des éléments qui sont quantifiés. Donc par exemple, dans un email ou à l'oral, on va dire merci, et ben on va le noter. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées. Nicomax, c'est une société spécialisée dans la RSE. Et on m'a dit merci, on va le noter. Du coup, c'est un objectif qui est quantifiable. À la fin, vous avez un rapport. Est-ce que vous avez dit plus merci que vous n'avez reçu de merci? Et pour ça, il va falloir vous améliorer. Donc, en fait, c'est ça, tout l'intérêt des indicateurs de sens, c'est d'organiser d'abord un brainstorming, se mettre d'accord sur ce qui va être le plus intéressant à développer. Ensuite, on sélectionne des indicateurs qui sont SMART. SMART, c'est très important. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le temps et stimulant. Donc ça doit être quelque chose d'original, de sympathique, quelque chose qui crée de la confiance. On doit tester les indicateurs pendant 3 mois et enfin sélectionner un indicateur unique et l'intégrer au reporting. Donc ça, en effet, ça peut être, par exemple, donc il y a plein d'indicateurs de sens qui existent. Il faut juste que ce soit quantifiable, porté par les salariés et par l'équipe. Donc par exemple, ce sont des indicateurs de satisfaction, des indicateurs de est-ce que j'ai été impliqué dans une association bénévole, combien de massages est-ce que j'ai pu recevoir grâce à mon employeur cette semaine. Enfin, semaine, c'est un peu beaucoup. On va dire plutôt ce trimestre, etc. Alors, par contre, je tiens à soulever un point ici. Faites très attention aux enquêtes externes. En fait, enquête interne, c'est très bien. Ça veut dire en interne, vous allez analyser là vraiment qu'est-ce qui est valorisant pour vos employés. Mais une enquête externe qui est effectuée par un tiers, un organisme tiers, pour labelliser, par exemple. Donc ça, vous connaissez tous le label Great Place to Work, par exemple. Donc moi j'ai vécu ça en travaillant dans un cabinet de conseil, en étant dans une équipe de management de projet anarchique, voilà, avec un manager dépassé, débordé, qui n'était pas là. On était tous 15 pour être d'accord que rien ne fonctionnait. Et on répond donc à cette enquête qui est faite Great Place to Work. Et quelques semaines plus tard, on voit que notre entreprise a le label Great Place to Work. Alors qu'on était tous d'accord qu'on n'était pas satisfait par le management, qu'on était débordé, qu'il n'y avait pas assez de mesures qui étaient mises en place pour pouvoir nous valoriser, etc. Tous les critères. Donc en fait, le fait de faire ce genre d'enquête, d'avoir par exemple ce Great Place to Work, alors que vous avez des salariés à l'intérieur qui sont complètement déçus, ça va vous délégitimer en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. Votre démarche n'aura plus aucun sens. Parce que vous allez dire clairement à vos salariés, bon, je vous écoute pas, mais moi j'ai le label, c'est bien, voilà. Donc en fait, ce label ne sert à rien. C'est des labels qui sont payants. L'employeur, il paye, bien sûr, il a envie d'un petit retour sur investissement. Et ça, quels que soient les résultats de votre enquête. Voilà. Donc je ne vous invite pas à faire ça, mais je vous invite à développer des enquêtes en interne. Si vous êtes salarié, proposez ce genre de mesures. Alors, je me permets justement concernant ces enquêtes, vous aurez la CSRD, vous allez remplir les indicateurs de la CSRD et au moins, voilà, ça va remonter. Et l'intérêt de la CSRD, c'est que c'est le salarié qui remplit directement son indicateur. Vous voyez ?
C'est pas une personne qui va remplir tous les indicateurs. L'objectif de la CSRD, c'est de responsabiliser tout le monde. C'est pas seulement la RH, c'est pas seulement le manager, on est tous ensemble et pour progresser, pour s'améliorer, c'est tous ensemble. Donc les indicateurs, bien sûr il y en a un certain nombre, il y a un peu plus d'une centaine. Alors globalement il y en a plus de 1200 indicateurs au niveau de la CSRD. Il faut savoir que globalement une entreprise va en remplir qu'une centaine à peu près, puisque c'est tous les indicateurs confondus, quel que soit le secteur d'activité. Et quand vous allez rentrer dans votre secteur d'activité, vous aurez à peu près une centaine d'indicateurs. Mais vous aurez des applications qui vont vous permettre de responsabiliser le salarié et même tout le personnel de l'entreprise, et chacun va saisir sa donnée. Il y a des systèmes d'alerte, chacun va un message, vous n'avez pas rempli les données et vous pourrez voir. Alors bien sûr, il y aura certainement des systèmes de contrôle, puisque vos résultats seront audités. Si un salarié veut mentir, ben voilà, ça sera contrôlé. Et voilà, bon, personne n'a intérêt à mentir dans cette démarche. On part sur un système de confiance, mais vous aurez des indicateurs plus fiables et que vous pourrez surveiller, et c'est vous qui les aurez saisis. Voilà, c'est important que ce soit quantifiable, parce que vraiment être dans le flou, ça devient politique en fait. Et donc ça n'a plus aucun intérêt, et voilà. Donc les indicateurs de sens, essayez d'explorer des idées, vraiment c'est quelque chose de très stimulant et qui peut être assez sympa à mettre en place. Voilà. Donc typiquement, indicateur de merci, proposez ça demain au bureau. Et pour chaque email reçu, je compte les merci et je donne un merci. Chaque email reçu, je le note. Quels sont les bénéfices pour les entreprises de mettre en place ces mesures de prévention ? Climat social apaisé, meilleure cohésion des équipes, bien sûr. Baisse de l'absentéisme, donc on le disait en Guyane, un gros problème aujourd'hui, du turnover et des conflits. Meilleure attractivité et marque employeur, ça veut dire que ça va vous permettre de vous démarquer sur le marché de l'emploi. Amélioration de la productivité et de l'engagement des salariés et réduction des coûts cachés. Donc ça, comme on l'a expliqué, voilà, ça, ne pas mettre en place de mesures de prévention à un coût. Donc toi, tu disais 1 euro pour un rendement de 5 euros pour sur 5 3 euros ans. sur la RSE. Il y a un chiffre officiel du gouvernement qui est 1 euro dépensé dans la prévention et c'est 13 euros de gagné. Voilà. Donc ça, c'est encore mieux. Encore mieux. Voilà, dans les mesures de prévention. Donc moi je suis formatrice en management, gestion du stress et des conflits. Je travaille en partenariat avec 2JM Formation. On donne notamment ces formations, donc gestion du stress et conflits, les obligations de l'employeur en SST dans le travail, la prévention des risques psychosociaux et la rédaction de votre DUERP. Le DUERP, il est à mettre à jour chaque année, mais il est aussi à mettre à jour ponctuellement en fonction des évolutions au sein de votre travail. Par exemple, s'il y a une nouvelle réglementation, vous devez mettre à jour votre DUERP pour qu'il soit inclus. Voilà. Donc l'objectif des formations en général, c'est vraiment des objectifs de rétention du personnel. Ça permet le team building aussi. Quand on est là en formation, c'est vraiment un élément qui permet de renforcer les équipes, la cohésion des équipes. Des personnes, des collègues qui n'ont pas forcément échangé auparavant peuvent échanger. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette formation, on peut mixer les services. Et donc, c'est des gens qui ne se côtoient pas normalement, qui là peuvent se côtoyer. Voilà. Et pour ça, donc label qualité Calliope, faites toujours attention quand vous allez choisir votre formation, qu'elle soit certifiée Calliope, parce que c'est un certificat qui est donné par un auditeur. Et en fait, les OPCO et les collectivités ne financent que les formations qui ont ce label qualité Calliope. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une demande qui est faite. Vous pouvez, en tant qu'entreprise, faire appel à des formateurs ou des organismes de formation qui ne sont pas certifiés Calliope, mais c'est vrai que c'est un grand avantage. Calliope, c'est un gage de qualité. Ok ? Et ben voilà, merci de votre attention, est-ce que vous avez des questions ? Alors c'est un gage de qualité, Calliope, et aussi en termes d'indicateurs, vous pourrez le mettre dans votre rapport de double matérialité. Voilà.
Donc on avait déjà ouvert des petites discussions, maintenant à vous les questions. Si vous en avez, ou oui, allez-y. J'ai une question parce qu'en fait, concernant le document unique, oui. La partie RSP est une partie la plus sensible qu'il y a dans le document unique. Oui. J'en parle à juste titre parce que on a dû faire appel à un organisme extérieur. C'est ça. Parce que même si on fait des groupes de travail, il n'est pas évident d'interviewer nos collaborateurs. Bien sûr. Déjà parce que, on n'est pas des psychologues du travail. Bah oui, oui. Et dès qu'on pose la question, est-ce que ça va ? Ça va. C'est compliqué. Exactement. En fait, on peut avoir des collaborateurs qui ont des choses qui sont faites depuis très très longtemps. Et c'est ce jour-là que tout doit sortir. Et donc, on est face à énormément d'émotions. Et quand on ne leur apporte pas de réponse, c'est pire. Bah oui, bah oui. Donc on se retrouve hyper frustré, plus qu'eux-mêmes, parce qu'on n'a pas de solution. Et donc là, je parle de ça par rapport à la méthode que vous avez, citée, la méthode Slack. Ouais, c'est ça. Comment on peut l'adapter ? Alors, est-ce qu'il faut l'adapter en groupe de travail ou seul? Comment on peut se poser la question? Comment on peut mettre en place ces questions pour après avoir le fameux plan d'action qu'on peut proposer à la direction? Enfin, moi, ça m'a intéressé de voir cette façon de s'interroger, mais comment on peut la mettre concrètement en place, en fait. Ouais, concrètement en place. Donc, ce que vous voyez en fait dans mes slides, c'est des exemples de mesures qui peuvent être mises en place. Donc ça, si vous les listez, moi simplement, l'outil Slack, en fait, c'est simplement une division en catégories. Mais l'ensemble des mesures en fait qui peuvent être mises en place, toutes ces mesures, ce sont des mesures de prévention. Voilà. Même si elles n'ont pas l'air comme ça, par exemple, c'est un petit déjeuner, un after work, de la communication bienveillante, de la formation. Toutes ces mesures, vous les listez, vous identifiez lesquelles vous jugez essentielles, lesquelles vous jugez adaptées à votre personnel. Ça ne va pas forcément être les mêmes dans une autre organisation, dans un autre secteur d'activité. Elles ne vont pas parler à tout le monde, mais là, on parle de brainstorming. Et ça, le brainstorming, c'est donc on a une réunion d'équipe, on est tous à égalité, il y en a un qui lève la main, l'autre qui lève la main, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là et on propose les idées. Voilà. Simplement, il faut que vous indiquiez, donc faut que vous impliquiez toutes les parties prenantes. Ça, c'est la clé de la RSE, en fait, c'est vraiment tout un élément très très important de la RSE en général et de bâtir une stratégie RSE. Il faut impliquer les parties prenantes. Donc ça va être les salariés, les chefs d'équipe, services RH, services financiers, toutes ces parties prenantes qui vont vous permettre en fait de mettre en place des mesures de prévention les plus efficaces possibles. Parce que comme je le disais, si on a juste un chef de service qui regarde de haut ce qui se passe et qui voit que bon, ça va pas très bien, en dessous on a les salariés qui regardent la lumière et qui là ne leur convient pas, c'est ici que en fait la stratégie RSE va faire sens, si vous impliquez votre personnel. Alors, et si on prend, donc là on a pris un cabinet extérieur pour faire donc cette démarche où ils ont interviewé tout le monde de façon anonyme et tout, il va y avoir une restitution. Ok, mais à partir de là, est-ce qu'avec cette restitution, il va falloir qu'on mette après des actions? Vous êtes obligé. Ah oui. On est tout à fait d'accord. Ouais. Mais est-ce que votre méthode-là peut m'aider, ou pour moi, parce que je vais être auprès du... Oui, complètement, ouais. L'aider donc justement à mettre les bonnes actions qui vont... Bien sûr, exactement, parce que c'est très bien ce que vous avez commencé par faire, c'est-à-dire que vous avez commencé par faire une enquête, ça veut dire identifier votre personnel, votre activité, donc ça c'est vraiment une cartographie un peu de comment est votre entreprise, ça c'est essentiel, avant de déterminer une stratégie RSE, qui je suis, quelles sont les parties prenantes, quelle est la structure de ma société. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les résultats de cette enquête pour pouvoir lister un ensemble d'éléments qui peuvent être intéressants, en fait, à mettre en place. Voilà. Et les priorités seront indiquées notamment dans le process de la CSRD. C'est-à-dire que la CSRD met un ordre de priorité sur les choses à mettre en œuvre quand ça ne va pas. En termes de parties prenantes, effectivement, comme l'a dit Eva, vous avez donc l'ensemble des salariés et tout ce qui est direction. Tout le monde doit travailler ensemble, donc ça va dans les deux sens. C'est la première fois aussi qu'une législation oblige le chef d'entreprise
à se tourner vers ses salariés et à leur poser des questions. Mais en termes de parties prenantes, vous avez aussi vos fournisseurs. C'est important de discuter avec ses fournisseurs et vos clients. Dans votre enquête, il est important, si vous pouvez, selon vos relations, que vous sachiez quelles sont les attentes de vos clients, quelles répercussions les relations clients et salariés ça peut avoir sur votre activité, et pareil pour les fournisseurs. Ça, c'est très important, et dans la CSRD, c'est pour ça qu'on parle de bilan de double matérialité, c'est qu'on prend en compte aussi dans ce cycle de la chaîne de valeur les fournisseurs et aussi les clients, ce qui n'existait pas avant. J'ai peut-être une proposition à faire, c'est mettre une sorte de boîte anonyme dans laquelle les salariés peuvent mettre des messages, de choses à mettre en place ou autre. C'est peut-être plus facile que ce soit anonyme que de venir brut de forme comme ça pour parler à la personne. C'est vrai, il y a cette question exactement. Est-ce qu'on ose s'exprimer? Par exemple, ce qui est bien dans ce type d'enquête, c'est l'anonymat, le côté anonyme. Là, vous dites c'est un trop plein d'émotions qui sort alors qu'il y a les salariés. Il y a des choses très sympas aussi, des petits post-it, par exemple un mur de post-it où vous pouvez mettre des idées. Peu à peu, où vous engagez vos salariés vraiment dans cette démarche. Quelque chose de visuel en fait, quelque chose de partagé, accessible à tous. Des choses ludiques, on parle de jeux pédagogiques, ludopédagogie, ce genre de choses. Ouais. Tout ça, c'est dans l'entreprise idéale, vraiment dans la vraie vie. C'est tellement simple à mettre en place. On est d'accord. Ouais. Vous allez essayer de rassembler tout le monde, ça va être hyper compliqué. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est tellement simple à mettre en place si ça devient en fait une habitude, une culture d'entreprise, tout simplement. On va dire que pour que ça puisse marcher, il faut déjà que ça parte de là-haut. Par la direction. Bien sûr. Et, voilà. Et ça, c'est là où... C'est à vous aussi, en tant que salarié, justement, si ça part de là-haut et qu'il y a rien de là-haut. Tout va suivre derrière. Bah oui, mais c'est à vous, en tant que salarié, en fait, d'être impliqué dans cette démarche de prévention. C'est à vous, par exemple, de vous concerter. C'est bien, ça donne au moins des pistes. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Je ne dis pas que dans mon entreprise, ça ne se passe pas comme ça. Mais là, vous décrivez l'idéal de l'idéal. Je comprends. Non, tout à fait, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes énormément dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes au sein de l'entreprise qui vont être réticentes pour mettre ce genre de mesures en place parce qu'elles n'y voient aucune utilité. Mais en fait, vraiment, ce que je veux vous dire et ce sur quoi j'insiste aujourd'hui, c'est que mettre en place ces mesures de prévention qui ont l'air banales comme ça, mais en fait, elles sont porteuses de sens pour tout le monde parce que ça va nous permettre de voir le travail d'un autre œil en fait, d'aller au travail dans un environnement professionnel agréable, de motiver la cohésion des équipes. Je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je sais que bien sûr prendre une heure de vos salariés, c'est même 15 minutes, c'est quelque chose de très compliqué. Mais si c'est des rituels que vous mettez en place, peut-être que là, ça deviendra quelque chose d'acceptable. Ouais. Je vais devoir faire mettre du temps. Oui. Une question? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Oui, ça peut commencer par ça. Vous pouvez faire un indicateur de bonjour. Salariés, ouais. C'est vrai. Nous, ce que vous proposez, je l'ai fait dans l'entreprise, je l'ai fait. Mais je vais être vraiment honnête avec vous, les salariés ont peur de parler aujourd'hui. Bien sûr. De surcroît, il y a déjà la première chose, on a parlé d'accueillir les jeunes quelqu'un qui arrivent dans une entreprise. La première chose à faire, c'est de l'accueillir. Ouais. Je pense qu'on ne réalise pas l'impact de l'accueil. Exactement, ça doit être par toute l'équipe, enfin c'est ça. Bah oui. À votre arrivée à bien sûr. L'hôtel peut être 5 étoiles, 18 étoiles. Vous ne retiendrez qu'une chose. C'est d'avoir été mal accueilli, ouais, exactement. Je suis désolée, je vais devoir faire le maître du temps. Je vous invite à ce qu'on se dirige vers le cocktail qui est dehors pour qu'on puisse discuter. Ça, c'est très bien. Un dernier petit mot quand même par rapport à votre intervention, madame, pour vous dire que la stratégie face à la baleine, quand on doit manger une baleine, comment on fait? J'ai entendu ça il y a quelques jours. Quand on doit manger une baleine, qu'est-ce qu'on fait? On mange par petits bouts. Eh bien, la CSRD, ce sera la même chose. C'est la stratégie des petits pas et c'est step by step. Vous allez y arriver.
avec un accompagnement au long terme. Effectivement, il n'y a pas de baguette magique, ça ne sera pas du jour au lendemain. Une fois que vous aurez reçu les résultats de votre audit, ça ne sera pas la solution magique. Mais il faut compter au minimum 1 an pour mettre en place les choses quand vous n'avez rien fait pendant des années. Il n'y a pas de miracle. Mais c'est tous ensemble.